Stéphane Blé, bonjour. Bonjour. Alors, où nous trouvons-nous aujourd'hui? On se trouve là sur ce monument, enfin à côté de ce monument des droits de l'homme et du citoyen que je découvre en même temps que vous. Enfin, on m'en avait parlé, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, et je ne suis pas déçu parce que je vois qu'on a, on a partout des symboles maçonniques. On pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait quelques-uns, mais en fait, il y a vraiment que ça, et pas seulement. Donc on voit, là par exemple, c'est le fameux triangle maçonnique avec l'œil qui voit tout, hein, l'œil d'Horus en fait. C'est juste un exemple, il y en a des centaines ici. Voilà, donc c'est le fameux, alors certains mettent un G à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le delta lumineux en maçonnerie. Donc alors pour certains, ça représente le grand architecte de l'univers. Mais enfin bref, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil qui te surveille. Bon, voilà. Donc on a des symboles maçonniques partout, on a tous les symboles maçonniques, l'équerre, le compas, le levier, le fil à plomb, là par exemple. Freemasonry is given its name by Joseph Levy on August 25th, 1716, and approved on June 24th, 1717, by the first official Freemasonic lodge. They chose Masonry because it would act as a thick veil over the secret origin of their foundation. But what we know as Freemasonry came most recently from the Order of the Knights Templar movement in the 1300s. Actually came before that, in the year 43 AD, from a group called the Mysterious Force. That's actually where Freemasonry came from. And this following information is from a book called The Origin of Masonry. The Mysterious Force was established in 43 AD, and it started when a counselor to King Herod Agrippa came to him and complained that the followers of Jesus had a mysterious force, and that they should establish their own mysterious force to combat this Christian mysterious force. And the purpose of this group was to attack the teachings of Jesus and in order to preserve Judaism. King Herod Agrippa said, quote, "We will use the hammer because it was used to nail Jesus' hands and feet. Every session will be opened by striking the hammer 3 times, end quote." And you notice that judges have a hammer to bring order to the court. King Herod Agrippa said, quote, "We will make degrees. These will be 33, symbolizing the age of the impostor." And on November 43 AD, the first official session was held in the first temple of Jerusalem, which was a basement in the palace of King Herod Agrippa. The meeting of the mysterious force was always held in the temple. That was the name of the temple. And in 1717, modern Freemasonry changed it to the name of Lodge. To prove that Masonry is of Jewish origin, here are the following quotes. The Rabbi Isaac Weiss wrote in 1855, quote, "Masonry is a Jewish institution whose history, degrees, assignments, signs, and explanations are of Jewish nature from beginning to end," end quote. The Jewish historian Bernard Lazare wrote, quote, "It is evident that there are only Jews and Kabbalistic Jews in Masonry's origin," end quote. And finally, Theodor Herzl, the founder of Zionism in 1897 in Switzerland, said, quote, "Masonic lodges are established all over the world to offer us help to achieve our independence. Those pigs and non-Jewish Masons will never understand the final objects of Masonry," end quote. So they're just useful idiots. That's it. That's exactly what's happening. Dominique de Villepin, nous sortons de 2 heures d'échange dans le temple grossier du Grand Orient de France. Alors 2 heures d'échange sans applaudissements, sans réaction, dans un silence parfait. Ça ne vous change pas d'autres réunions, de meetings? Alors c'est très différent, mais il y a quelque chose de très précieux lors de ces entretiens et dans ce temple, c'est les 7 piliers de la sagesse. Pouvoir s'appuyer sur des grands principes, c'est malheureusement une chance que nous n'avons pas toujours dans la vie politique quotidienne, en tout cas dans la vie partisane. Et l'on voit bien que le débat n'est pas le même. Nicolas Dupont-Aignan, vous sortez de 2 heures d'échange avec les loges du Grand Orient de France, dans un temple maçonnique, avec une écoute particulière. Est-ce que ça ne vous change pas des meetings habituels que... Oui et non, si, c'est différent. Je terminerai simplement par un mot, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Voilà. Merci. Nous vous avons écouté avec attention, on vous l'a dit, mais c'est un peu pour nous-mêmes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pourquoi écouter quelqu'un qui brigue la magistrature suprême dans notre pays, simplement parce que nous voulons assumer notre passé d'institution. D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements.
qui m'ont conduit à préciser, autant que je l'ai pu, la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Bonjour à toutes et à tous. Madame la grande maîtresse de la Grande Loge de France féminine, chère Marie-Thérèse Besson. Monsieur le grand maître de la Grande Loge de France, cher Philippe Charuel. Mesdames et messieurs et chers amis. Qui dit avenir dit jeunesse. Et qui dit jeunesse dit avenir. Les deux sont liés, en fait, profondément. La formule même de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui le montre. Elle le montre d'autant plus que la formule est riche par son ambiguïté. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il y a également Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui est à l'origine de l'avortement. En tout cas des lois sur l'avortement, et qui explique que toutes les lois, j'ai la citation en ma possession, que toutes les lois que nous avons en France sur ces sujets-là sont d'abord travaillées et mûries en loge. Le terme de mûrir, c'est lui qui l'emploie. On mûrit les lois en loge. J'ai personnellement, dans le deuxième livre que je viens de faire publier, donné la preuve qu'il y a eu une tentative de modification de la loi Leonetti dernièrement, dans laquelle on retrouve des termes identiques dans l'actuel code de la santé publique et dans les planches maçonniques, dans les courriers également que la Grande Loge féminine de France a envoyés au gouvernement. Donc ça n'est pas par hasard. Ces termes sont sédation profonde et sédation en phase terminale. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie la plupart du temps? Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre. Donc vous avez l'équerre, le compas, le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Bien sûr qu'il faut que notre pays s'en sorte sans avoir besoin préalablement de changer l'ordre économique mondial. Les problèmes, j'ai dit 3 fois cette phrase, je la répète, les problèmes que nous rencontrons, leurs sources et leurs racines sont chez nous. Bien. Et il n'existe pas, j'ai fini, et il n'existe pas d'espoir qui ne commence par traiter les problèmes chez nous. Et c'est au fond un formidable optimisme de dire les problèmes ils sont à portée de notre main, alors nous allons les traiter. Madame Eva Joly, nous sortons de plus de 2 heures d'échange avec les loges dans le temple Arthur Broussier. Quelles sont comme ça vos impressions à chaud? Mais j'ai bien aimé cette séance d'échange. J'ai trouvé que prendre la parole d'abord dans ce lieu, c'est assez solennel. Je trouve que ça incite à vouloir s'exprimer vraiment, à ne pas sortir de slogans, mais dire quelque chose d'important. Je trouve que la solennité des lieux fait que vous avez envie de dire des choses vraies et justes. Alors vous entrez en franc-maçonnerie, comment se déroule votre entrée et qu'est-ce que vous découvrez assez rapidement? Mais force est de constater que les loges maçonniques sont à l'origine des lois françaises. Je ne suis pas certain que ce soit une preuve de démocratie. Il y a ce qu'on appelle un passage sous le bandeau, c'est-à-dire qu'on est interrogé les yeux bandés.
recevez, vous frappez à ça. Vénérable maître, on frappe irrégulièrement à la porte du temple. Qui frappe irrégulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être reçu franc-maçon. Frère grand expert et vous, frère maître des cérémonies, introduisez ce profane. Debout, mes frères, glaive en main. Monsieur, vous allez bientôt recueillir le prix de votre fermeté. Frère grand expert et frère maître des cérémonies, conduisez le récipiendaire sur la 3e marche de l'Orient afin qu'il y prête son obligation. Monsieur, étendez la main droite. Répétez avec moi mentalement l'obligation solennelle que je vais lire. Toutes les phrases du rituel sont dites par les officiers de la loge de manière très théâtrale. Par exemple, quand vous commencez votre initiation, le vénérable maître dit « frère ou sœur », ça dépend de la mixité ou de la masculinité de la loge, faites faire au profane son premier voyage et ramenez-le sain et sauf. Donc, vous avez les yeux bandés, vous entendez ça, c'est quand même inquiétant. Au Grand Orient, il y a par exemple une partie du rituel qui consiste à un moment donné à allonger une personne avec une chemise blanche tachée de rouge qui est très semblable à du sang, hein, une peinture rouge, comme si la personne était blessée, et il va découvrir une personne avec une épée plantée dans le ventre et pleine de sang. Et à ce moment-là, le vénérable maître dit voilà ce qui menace les traîtres. Donc ça peut effectivement dérouter. Comme je crois reconnaître quelques-uns d'entre vous, j'ai senti l'ambiance attentive et amicale qui correspond à vos traditions. Je ne sais pas vous décrire comment je le ressens. Je le ressens. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. Vous le savez bien. Je suis uni à votre histoire par d'innombrables liens. Et je sens ce qui m'unit à vous, quelles que soient les circonstances, et nos opinions, qu'il est bien normal que nous professions chacun à notre manière. Je partage ce goût pour la diversité, la pluralité, la contradiction avec vous. Mais je sens que notre pays va vers des moments très difficiles. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Frère expert, frère maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Ce sujet société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Quand vous avez 40 personnes qui, elles, chacune, dans leur cercle d'influence ou de connaissances, va pouvoir parler d'un thème à 20 ou 30 personnes, ça se multiplie. Alors ça, c'est un des moyens, je dirais, de dispersion de l'idéal maçonnique.
la fraternelle parlementaire est composée de francs-maçons élus ou de la haute administration nationale. On estime, là encore je ne l'invente pas, ce sont des chiffres officiels qui reposent sur des sources que je possède, on estime le nombre de membres de la fraternelle parlementaire à 400. Sur ces 400, il y a 250 à 300 élus, les autres étant hauts fonctionnaires. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'exprimait un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien, les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme, sur les lois sociétales étant précisées. » Ce qui explique, par exemple, le vote sur le mariage pour tous. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, qui a été d'ailleurs le secrétaire de Trotsky, ce qui donne une idée du personnage, qui indique que les francs-maçons élus sont là dans les deux assemblées pour porter l'idéal maçonnique, avant tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez toujours une influence politique? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Un pouvoir parallèle, une force occulte, un État dans l'État. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et a fortiori un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Comment cette société de pensée fondée à la fin du XVIIIe siècle est-elle passée de la réflexion philosophique à l'action politique au point de marquer de son empreinte la fondation de la République? Cette symbiose qui s'établit au sein de l'élite républicaine entre les dirigeants politiques et l'appartenance à la franc-maçonnerie explique que dans les débuts de la Troisième République, une grande partie des ministres, des présidents du Conseil, des présidents de la République eux-mêmes ont appartenu les uns et les autres à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier que parmi les fondateurs de la Troisième République, vous avez Gambetta, Jules Ferry, qui sont les deux grands noms de la fondation de la Troisième République, et tous les deux sont francs-maçons. À partir de 1880, les différentes victoires des candidats républicains vont permettre aux francs-maçons d'entrer massivement à la Chambre des députés et au Sénat. Plus d'un tiers des parlementaires est alors franc-maçon. Une partie des sujets de société discutés dans les loges depuis des années vont ainsi devenir des textes de loi de la République. Cette laïcisation de la société, c'est Jules Ferry, un franc-maçon, ministre de l'instruction publique, qui l'entreprend. Il révolutionne l'enseignement. Désormais, l'école sera obligatoire, gratuite et laïque pour les enfants de 6 à 13 ans. Ce ne sont plus les curés qui enseignent, mais des instituteurs formés par la République dans les toutes nouvelles écoles normales. Autre bouleversement profond de la société, les filles ont droit à l'instruction publique. C'est la création des écoles pour jeunes filles. Dans la société française en pleine mutation, l'anticléricalisme devient un véritable combat et fractionne le pays en deux camps, républicains et cléricaux. La bataille laïque se poursuit.
Les francs-maçons font voter une loi autorisant le citoyen à choisir ses funérailles, civiles ou religieuses. Mais la loi qui va provoquer le plus d'hostilité des milieux conservateurs est celle que défend Alfred Naquet, un franc-maçon. En 1886, on a enfin le droit de divorcer. Dans le mois qui suit le vote de la loi, les tribunaux enregistrent plus de 6000 demandes de divorce. La France s'apprête à clore le 19e siècle et à entrer dans le 20e siècle. Le cinématographe vient d'y être inventé. Les expositions universelles témoignent de la foi de la société dans les progrès scientifiques et techniques. À la Chambre des députés, les francs-maçons dominent. L'une de leurs grandes idées, la liberté d'association, va devenir une loi en 1901 qui doit consolider la construction d'un pays démocratique. Le parti radical domine la vie politique française. C'est l'âge d'or de la franc-maçonnerie. Elle est devenue le ciment du nouveau régime que ses adversaires désignent comme la République des frères. Est-ce que cette franc-maçonnerie est en quelque sorte un gouvernement occulte, comme l'affirment par exemple les catholiques, qui en sous-main dirigent la République et dont les hommes au pouvoir ne seraient en quelque sorte que les marionnettes? Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, qui est donc l'instance suprême du Grand Orient de France, dans l'une de ses séances, va pratiquement fixer mot à mot le programme du gouvernement pour l'année à venir. Mais il faut bien préciser que dans ce même Conseil de l'Ordre siègent plusieurs ministres du gouvernement. Et que d'une certaine manière, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France a presque la valeur d'un conseil de cabinet. Cette collusion entre le pouvoir politique et la franc-maçonnerie va connaître son point culminant en 1904. Après avoir laïcisé l'éducation, les républicains s'attaquent à l'armée, bastion supposé conservateur au cœur de la République. Le général André, ministre de la guerre et franc-maçon, va organiser un système de fichage des officiers dont l'objectif est d'identifier les militaires anti-républicains ou trop ouvertement catholiques. Le système consiste à demander aux loges des renseignements sur les officiers qu'elles connaissent. Et éventuellement à faire des enquêtes, on pourrait presque dire des filatures. Et à envoyer ces renseignements sur des fiches qui seront centralisées par le secrétariat du Grand Orient de France et mises à la disposition du ministère de la Guerre. André va décider de qui passe au grade supérieur ou pas telle ou telle année. Et donc il a le tableau d'avancement qui concerne les états de service de l'officier, et à côté, il a la fiche qui lui est remontée par la loge de la ville où l'officier est en poste. 17 000 fiches de renseignements sont ainsi rédigées par les loges, bloquant la carrière de centaines d'officiers présumés anti-républicains. Il a connu des... Paris, samedi 12 septembre 1992. Prennent leur réflexion dans le silence de leur temple, eux, loin des bruits de la vie, loin des bruits de la rue. C'est pour ça que nous nous assemblons dans nos temples, et comme nous disons, à couvert, et que les portes de nos temples sont strictement et hermétiquement fermées. Oh! Assis! Mes bien-aimés frères et sœurs, je déclare ouverts les travaux blancs au sein de la respectable loge Soleil de Lutèce numéro 2 au Zénith de Paris.
La Grande Loge d'Orient et d'Occident est une obédience franco-américaine. Exceptionnellement, le grand maître a accepté de nous ouvrir les portes de son temple. Cette tenue est la cérémonie de rentrée qui a lieu chaque année. Les francs-maçons de cette obédience sont traditionnellement beaucoup plus ouverts que leurs frères des organisations françaises. La Grande Loge internationale d'Orient et d'Occident permet aux femmes devenues sœurs de travailler en toute égalité de droits et de devoirs avec leurs frères les hommes. Chez les francs-maçons, tout est symbolique. Le compas, l'équerre, le fil à plomb sont les outils des compagnons. Nous allons construire le temple éternel. C'est l'héritage des bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge. Prenez en surveillant. Déposez vos pierres. Voilà pourquoi les francs-maçons interdisent aux profanes de pénétrer dans leur temple, car ce rituel peut paraître surprenant et désuet à celui qui n'est pas initié. Tous les maçons du monde entier pratiquent le même pas lorsqu'ils entrent dans un temple. Que ça soit Voltaire, que ça soit Montesquieu, que ça soit Washington, que ça soit Goethe, ils ont tous fait ce pas. Au centre de toutes les loges, le pavé mosaïque. Les carrés noirs et blancs symbolisent les réussites et les embûches de la vie. Le rituel pratiqué ici est appelé rite écossais ancien et accepté. Il a été adopté par la majorité des maçons dans le monde. Mais le livre de référence à tous, ce sont les constitutions d'Anderson. C'est la base fondamentale, c'est la pierre d'achoppement de la maçonnerie universelle. Francs-maçons, francs-maçons, mes frères, rassemblons sur nos chantiers, polissons la pierre angulaire, espérance des initiés, le Grand Orient nous appelle à unir nos mains et nos cœurs, polissons la pierre éternelle. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Si je l'étais, je ne vous le dirais pas, mais ne l'étant pas, je ne vous le dirai pas non plus. André Santini, est-ce que vous êtes franc-maçon? On ne doit pas répondre, il paraît, mais je ne suis pas franc-maçon. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Si je vous dis que je le suis, vous direz que c'est que je raconte des histoires. Si je vous dis que je ne le suis pas, vous direz qu'il ne l'est pas parce qu'il l'est. Alors je vous laisse le soin de choisir. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Non, et normalement vous ne devriez pas poser de telles questions, chacun est libre. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Le problème ne s'est jamais posé. Je suis déjà juif, c'est déjà pas mal, non? Il y a des francs-maçons au Parti communiste? Et il doit y en avoir, oui, mais comme c'est une organisation secrète, nous ne sommes pas prévenus. Est-ce que vous êtes franc-maçon, monsieur Le Garrec? Je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que ça ne regarde personne que moi. Tabou. Franc-maçonnerie et politique, un sujet tabou. Tous les soirs, des francs-maçons se réunissent dans ce temple du Grand Orient, rue Cadet, à Paris. Et parmi eux, des ministres, des députés, des maires. Nous avons contacté une centaine de francs-maçons, seule une dizaine a répondu. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes franc-maçon? Oui. Pourquoi vous acceptez de le dire et de déclarer « je suis franc-maçon » ? Parce que vous me l'avez demandé. C'est d'ailleurs toujours dans les mêmes ministères que ça se retrouve, hein, mais ça depuis toujours, c'est-à-dire à la défense, à l'intérieur, aux relations avec le Parlement évidemment, à l'éducation nationale, c'est quelquefois le ministre, c'est quelquefois son entourage, sont quelquefois des maçons, ils ont quelquefois simplement été initiés avant, mais c'est très clair. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution
et a fortiori un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Est-ce que cette franc-maçonnerie est en quelque sorte un gouvernement occulte, comme l'affirment par exemple les catholiques, qui en sous-main dirige la République et dont les hommes au pouvoir ne seraient en quelque sorte que les marionnettes? Les francs-maçons sont l'objet d'une triple accusation. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Sophie Coignard, bonjour, a réussi un exploit à obtenir pour elle toute seule la couverture, la même semaine, je crois que c'est la première fois que ça arrive, de 2 hebdos, Le Point et l'Express. Et ces 2 couvertures portent, vous l'aurez compris à travers l'échange que j'ai eu avec Hervé Morin sur la franc-maçonnerie, à laquelle ma consoeur consacre un nouveau livre, un livre assorti évidemment de révélations, évidemment explosives, Laetitia. Oui, c'est un livre choc pour l'Express, un livre qui dérange pour Le Point, et pour cause, si l'on en croit Sophie Coignard qui vient de nous rejoindre. Les francs-maçons sont partout, autour du président de la République, vous le disiez, dans les grandes entreprises, les administrations, la justice, la police, et contrairement à ce qu'ils aimeraient bien nous faire croire, ils n'ont rien perdu de leur influence, ils pèsent jusque dans les plus hautes sphères de la République. Oui, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à la thèse de Sophie Coignard? C'est en tout cas sa conclusion à elle, au terme de 2 ans d'investigation, quand même difficile. Vous dites qu'enquêter sur la franc-maçonnerie, ça n'a rien d'une promenade de santé. Sophie Coignard avoue elle-même avoir douté de cette influence avant de se voir confirmer tout au long de ses investigations qu'elle était bel et bien réelle. Alors, et ça explique le culte du secret si cher aux francs-maçons? Oui, on a souvent évoqué la peur de la persécution, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et là encore, ce qu'affirme la journaliste, c'est que le culte du secret, c'est le paravent qui permet tous les arrangements. C'est un de vos interlocuteurs qui vous dit ça. D'ailleurs, vous plaidez aux côtés de ceux de plus en plus nombreux au sein des loges qui veulent en finir avec cette part d'ombre, une part d'ombre qui n'est plus vraiment en phase avec la société de transparence dans laquelle on vit. Nous avons dans nos rituels cette phrase que vous connaissez toutes et tous, gémissons, gémissons, mais espérons. Permettez-moi de la transformer un peu pour clore mon propos. Oui, bien sûr, sur tout ce que nous avons entendu, gémissons, gémissons, mais agissons. Je dis. À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de la franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge nationale française, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au grade d'apprenti cette respectable loge de Saint-Jean. Nous sommes dans un temple maçonnique de la région parisienne. Ce type de cérémonie secrète a lieu 2 fois par mois. Il n'y a que des francs-maçons dans cette pièce. On les appelle aussi des initiés. À titre exceptionnel, nous avons pu les filmer. Que la sagesse préside à la construction de notre édifice. Les francs-maçons sont vêtus d'une tenue. Un tablier, symbole du travail, des gants blancs, synonymes de la pureté. Les sautoirs qu'ils portent autour du cou représentent le grade des principaux responsables de la loge. Pour les frères, la franc-maçonnerie est avant tout une initiation spirituelle et symbolique, un parcours initiatique censé développer la sagesse personnelle tout en faisant progresser les grandes idées humanistes. La Grande Loge nationale française est l'une des principales obédiences maçonniques. Si les francs-maçons parviennent aujourd'hui à faire passer leurs idées à travers les lois, c'est grâce à un homme clé, Henri Caillavet, 92 ans, ancien ministre, ancien sénateur radical de gauche et membre éminent du Grand Orient de France. En 1948, Paul Ramadier, le président du Conseil, lui aussi franc-maçon, le convoque. Il me demande de faire en sorte que nous puissions regrouper l'ensemble des parlementaires francs-maçons. Je m'exécute, d'autant que je lui porte une grande estime, et le but que Paul Ramadier poursuit, et qui est le mien, c'est de rassembler l'ensemble des francs-maçons, quel que soit leur parti politique, et faire en sorte que les règles qui sont les nôtres puissent être
restaurée, revalorisée et affirmée. Ce groupe de députés francs-maçons de toutes les couleurs politiques s'appelle une fraternelle. Elle regroupe plus de 100 députés et sénateurs. La fraternelle parlementaire est en quelque sorte le levier qui va permettre la discussion d'un certain nombre de lois. Ce soir-là, Henri Caillavet quitte Paris pour se rendre dans les Yvelines. Il est invité par une loge du Grand Orient de France. Nous sommes conviés avec lui à une tenue blanche ouverte, c'est-à-dire une réunion maçonnique à laquelle peuvent assister des profanes. Dans la salle, une centaine de participants, essentiellement francs-maçons. Henri Caillavet, qui a le plus haut grade dans la hiérarchie maçonnique, est reçu avec les honneurs. Il va tenir une conférence sur le thème « Un législateur franc-maçon dans le siècle ». Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi. Alors le mécanisme est le suivant. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, ou à la Chambre, ou au Parlement européen, et également au Sénat. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, il va donc rédiger le texte. Ce texte va en commission. La commission, à ce moment-là, désigne un rapporteur. Si on a la chance d'avoir un rapporteur franc-maçon, ça facilite les rapprochements et les rapports et la discussion. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le débat à l'intérieur de la commission. Et si à la majorité, le texte est pris en compte, il va venir à l'Assemblée générale. Il va donc être débattu face à la présidence. C'est au prix de ces efforts permanents qui sont quelquefois harassants que l'on parvient parfois à faire progresser la société. À l'issue de la conférence, un frère de la loge est accompagné selon les rites maçonniques auprès d'Henri Caillavet. Il doit se voir remettre une récompense liée à sa progression dans la hiérarchie maçonnique. Alors, mon cher Lucien, je te remets ce diplôme de maître. Il consacre ton talent, tes efforts. Tu progresseras, comme te l'a dit le grand maître, dans les hiérarchies, le gradué. Efforce-toi d'être toujours fidèle à tes engagements. Un jour, on t'a dit, tu ne mettras jamais plus genou à terre. Tu n'as plus mis jamais le genou à terre. Je te fais confiance pour défendre notre idéal. Je t'embrasse. Le petit discours est suivi de 3 bises, une tradition chez les francs-maçons. Avant de quitter la salle, chaque participant apporte son obol. La somme sera versée dans la cagnotte de la loge. En franc-maçonnerie, la cotisation varie entre 250 et 400 € par an et par adhérent en fonction des obédiences. Ensuite, les participants se retrouvent dans une arrière-salle du temple pour les agapes. Comprenez par là un grand buffet. Je vois très bien ça en ouverture sur Canal+. Qu'est-ce qu'ils font les francs-maçons? Ils boivent. Henri Caillavet en profite pour signer un ouvrage qu'il vient de publier. Son premier fan est un frère, on dit un frangin dans le jargon. Frangin? Oui, de la loge Utopie. Ici? De la loge Utopie. Tu es frangin? Pardon? Non. Non. Tu as le tort. Sans oublier la signature accompagnée de 3 points, le signe de reconnaissance des francs-maçons. Les francs-maçons n'ont pas toujours été aussi influents. Au XVIIIe siècle, la monarchie et l'Église les pourchassaient. Le culte du secret était alors une véritable condition de survie. Les francs-maçons ont inspiré la Révolution française en 1789. Ils ont aussi joué un rôle important dans la Révolution américaine. Le premier président américain, George Washington, était un initié, tout comme Franklin Roosevelt ou Harry Truman. Près d'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. En France, la Troisième République a marqué leur apogée. Des hommes politiques illustres comme Jules Ferry, Léon Gambetta, Félix Faure étaient francs-maçons. Tout a changé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, les francs-maçons étaient pourchassés et persécutés comme les Juifs.
Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Cette scène est tirée de Forces occultes, un film de propagande antimaçonnique diffusé en 1943. Ce Parlement ne représente que la corruption! À l'époque, les francs-maçons sont accusés d'avoir totalement infiltré la Chambre des députés et d'être à l'origine du conflit avec l'Allemagne nazie. Nous sommes ici au dernier étage du Grand Orient où sont stockées toutes les archives de l'obédience. Durant l'occupation, les locaux de la rue Cadet sont réquisitionnés par les services de Vichy. Vichy va installer ici le service des sociétés secrètes. Vichy avait créé des services pour lutter contre les ennemis de la Révolution nationale, les juifs, les francs-maçons, les communistes, etc. Et donc ici, le service chargé de lutter contre la franc-maçonnerie, c'était le service des sociétés secrètes. Donc ces gens-là vont conserver et étudier les archives du Grand Orient. Et à la Libération, en fait, elles vont être restituées au Grand Orient. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. J'ai lu également qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique, vous voyez que c'est pas moi qui utilise le terme, la religion maçonnique est la religion luciférienne par excellence. Il dit même plus, il dit que Adonai et Lucifer sont Dieu, et malheureusement Adonai est Dieu également. Donc, je n'invente pas lorsque je dis que la maçonnerie a un aspect luciférien. Mais cet aspect est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui, comme je le disais, arrive très progressivement. Il y a, par contre, des auteurs qui n'hésitent pas, comme un auteur espagnol qui est une référence en la matière, qui s'appelle Ricardo de la Cierva, qui explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et ça, c'est une réalité, cet auteur est reconnu. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout, nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie,
de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Tout le monde connaît les grands monuments parisiens, les monuments qu'apprécient et aiment les touristes, mais bien peu connaissent les monuments qui marquent la tradition maçonnique dans la capitale de la France. Parmi ces monuments, il y en a un, c'est le monument des droits de l'homme qui a été construit en 1989 pour marquer le bicentenaire de la Révolution française. Et c'est un monument qui a été pensé, conçu, semble-t-il, pour marquer ô combien le rôle de la maçonnerie a été important dans cette époque historique de la Révolution. Alors depuis son apparition en Europe au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a toujours eu deux buts, deux fonctions, deux rôles essentiels. L'un bien sûr symbolique, qui est le développement intérieur de l'homme, et l'autre, beaucoup plus social, le développement politique de l'humanité. La célèbre Déclaration des droits de l'homme, qui a été créée en France et que le monde adoptera progressivement, cette Déclaration des droits de l'homme, elle a été pensée, conçue, écrite dans les loges maçonniques avant que d'apparaître publique. Et on retrouve cette origine dans les symboles des francs-maçons, qui sont peu lisibles pour le profane, mais très éclairés au contraire pour l'initié. L'œil maçonnique, dans le triangle, forme parfaite, l'équerre et le fil à plomb, symbole de rectitude et de droiture morale, tel que l'on conçoit le citoyen de par le monde. Dans le monde maçonnique, il y a beaucoup de symboles. Mais le plus important, c'est le triangle. Le triangle qui est le symbole de la montée de l'homme vers l'absolu. Mais ici, au Monument des droits de l'homme, derrière le triangle, se cache encore notre secret. 3 points, un petit clin d'œil, une ironie, secret caché dans le symbole lui-même. Parce que comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, on appelle aussi les francs-maçons les frères. 3 points. Si nous étudions le billet de $1 américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on remarque une pyramide avec sur la pierre fêtière l'œil d'Horus, le grand architecte de l'univers, l'œil de Satan qui voit tout, de All Seeing Eye. Au-dessus, Anuit Cryptiste en 13 lettres. C'est l'annonce de l'arrivée de quelque chose. Et en dessous, ici, Novus Ordus Seclorum, le nouvel ordre des siècles, nouvel ordre mondial. Nous avons sur la pyramide 13 marches, 13 couches de pierre. 13 est le chiffre rebelle dans la gématrie biblique, le chiffre de la rébellion de Satan. Nous avons sur l'autre partie du billet un aigle, et lorsqu'on s'intéresse de plus près à tout ce qui s'y passe, on y retrouve 13 flèches, toujours le même chiffre, 13 feuilles sur l'olivier, 33 plumes qui représentent les 33 degrés de la franc-maçonnerie écossaise, 13 ici dans le petit drapeau, 13
ligne noire et blanche, 13 étoiles qui représentent le sceau de Salomon, etc., etc., etc. Donc, lorsque l'on observe de plus près ce billet, on remarque qu'il représente quasiment un talisman de cabale, voilà, qui n'a strictement rien à faire sur un billet de banque étatique. Chose plus curieuse, lorsqu'on prend les billets de 5 à 100 $, qu'on effectue ce pliage, on voit ici donc une tour bien dessinée. Lorsqu'on prend le billet de 10 $, nous voyons un début de fumée net. Si on augmente donc chronologiquement, plutôt quantitativement parlant, le 20 $, on se retrouve avec encore un peu plus de fumée qui descend. Le 50 $, l'écroulement des tours sur les côtés, on le voit très bien. Enfin, le 100 $, plus de bâtiments, il n'y a plus qu'une fumée qui monte du sol. Donc, est-ce que tout ceci est dû au hasard? Pour finir, le passeport, notre passeport, cher passeport européen, franco-européen, on ne sait plus. Quel est ce symbole héraldique? Ben, tout simplement, on peut lire RF ici, République française. Nous avons le faisceau des licteurs romains, d'où vient le mot fasciste avec la hache pour appliquer la loi. Des feuilles d'olivier, feuilles de chêne, sagesse épée. Par contre, on observe ici une tête de serpent et une tête qui semble être une tête de caméléon. Donc j'aimerais comprendre qu'est-ce que fout ce symbole sur le passeport français qui ne représente absolument d'aucune manière la République française, qui ne peut être représentée que par le drapeau tricolore RF ou Liberté, Égalité, Fraternité. Que fait cette symbolique ici? Voilà. Donc plusieurs questions à se poser. Lorsque les autorités kazakhs ont décidé de transférer ici la capitale du pays, il n'y avait qu'une petite ville industrielle au milieu des steppes. Il a donc fallu construire tous les bâtiments administratifs, les ministères, le Parlement, les ambassades étrangères et les logements pour tous les fonctionnaires. En 10 ans, la population a plus que doublé pour atteindre aujourd'hui près de 700 000 habitants. Et les autorités locales pensent qu'Astana dépassera le million d'habitants en 2030, d'où la nécessité de prévoir déjà de nouveaux schémas d'urbanisme.
L'Union économique eurasiatique vient de voir le jour à Astana. L'accord a été signé par les présidents russes Vladimir Poutine, Bélarus, Alexandre Loukachenko et kazakh Nursultan Nazarbayev. Il sera effectif le 1er janvier 2015. Objectif, renforcer l'intégration entre ces pays déjà liés par une union douanière depuis 2010. L'Arménie et le Kirghizistan, deux autres ex-républiques soviétiques, ont annoncé leur intention de rejoindre cette union d'ici à la fin de l'année. Au grand dam de Moscou, l'Ukraine n'y participera pas. Bonjour à tous, je ferai une vidéo sur un petit peu une conclusion sur toutes mes recherches. Pour l'instant je continue à évoluer, je voulais vous partager sur l'aéroport de Denver. On a vu ensemble que la franc-maçonnerie, les illuminés, les initiés, ceux qui ont les connaissances, nous placent partout dans le monde des sites, ils créent des sites, avec souvent c'est le même message. On a vu ensemble que l'Arche de la Défense est reliée par exemple directement à Médine et à la tombe du prophète. L'aéroport de Denver, ça reprend un peu les messages. Regardez ma vidéo, les événements incontournables, et vous verrez qu'il y a les mêmes messages. Il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a ce conflit qu'il y aurait à la fin avec l'islam. Je ne parle pas avec les musulmans, je parle avec une islam qui à un moment donné va entrer en conflit, dans des conflits d'intérêts, des conflits de manipulation qui à la base sont stimulés par ceux justement qui installent ces sites partout. C'est-à-dire qu'ils ont les connaissances. Imaginez par exemple la presse, nos dirigeants qui nous annonceraient, bah oui, c'est une période comme il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité, qui sont d'ailleurs gravées dans la pierre, on a les preuves. On a les preuves qu'il y a eu des cataclysmes, et on est à la fin de cette période. Imaginez la population, tu les informes que c'est la fin. Ils ne peuvent pas. Donc en fait, on place des messages un petit peu partout, et puis ce sont les personnes qui ont l'œil, le regard, qui sont éveillés sur un ensemble de symboles, qui vont pouvoir s'éveiller sur le phénomène qui est en train de se mettre en place. Ce qui veut dire que les initiés savent très bien qu'à chaque fin d'ère, il y a un effondrement complet du système pour la renaissance de ce système. C'est un mécanisme qui est millénaire, et c'est un mécanisme qui existe pour l'être humain individuel. J'ai réalisé une chaîne qui s'appelle la perversion, qui est liée à la perversion narcissique. Et la perversion narcissique, souvent les victimes vont s'effondrer et vont renaître en réalité, ou naître pour la première fois et laisser naître leur identité, leur personnalité. Et ce sont des mécanismes qu'on retrouve un petit peu partout dans la nature, c'est-à-dire que on va arriver à un effondrement, et l'ensemble de ces monuments, comme celui-là qui m'a été partagé hier, ce sont des monuments qui nous préviennent, qui nous disent on arrive à la fin de cette période-là, et on est en retard, forcément, on nous a privé de l'air, dans l'ère du poisson, on nous a privé des 1000 ans d'or, des 1000 ans exceptionnels, et on nous en a privé à cause d'un amalgame de croyances qui a été fait uniquement pour nous diriger. Je vous mettrai aussi en lien la vidéo que j'ai partagée précédemment pour ceux qui veulent comprendre comment nous sommes manipulés, et depuis très longtemps, et comment nous sommes aujourd'hui esclaves d'un système qui va s'effondrer. Mais on voit donc que pour l'aéroport de Denver, pour lequel je vais vous mettre un très grand nombre de liens dans la description, vous verrez que c'est encore le même message. C'est le même message que l'on retrouve absolument partout, et qui va apparaître en cette fin de période, puisque vous le savez, vous, si vous faites peut-être des recherches comme moi, qu'en fait on effectue comme une boucle, et on en prend, on en laisse, et puis chaque mois vous allez avoir des nouvelles vidéos, des nouvelles informations, et qui commencent à nous permettre d'étoffer notre raisonnement, et justement en cette période. En quelle autre période aurait-il été possible de s'éveiller ? Ce qui veut dire qu'en fait, tout est programmé, même Internet est là pour une bonne raison. Et les avertissements, beaucoup d'avertissements nous ont été faits. Mais voilà, l'aéroport de Denver, c'est un petit peu, encore la représentation du temple de Salomon. On l'a vu ensemble, qui est relié lui aussi à l'arche de la défense, qui est l'arche de l'Alliance, qui lui est relié à un certain nombre d'autres monuments, et qui est relié donc à Médine et encore au prophète, et à ce qu'on annonce dans la fin des temps, c'est-à-dire un conflit
de multiples conflits avec un conflit généralisé et une restauration de l'islam. Ça, je tiens à insister dessus, puisque les spécialistes de cette période, les ésotéristes, savent très bien qu'il y a un lien puissant avec l'islam, puisqu'il est question dans le futur de restaurer cette religion, puisque, en fin de compte, aujourd'hui, on est dans un mélange entre le jour et la nuit, entre vérité et mensonge. Tout est très compliqué. Vous le savez, puisque vous-même, vous me partagez des fois dans les commentaires vos incertitudes, vous ne comprenez pas, vous me demandez votre avis, mais je ne suis même pas certain que mon avis soit meilleur. C'est-à-dire qu'il faut continuer à chercher des informations pour étouffer tout ça. Mais voilà, l'aéroport de Denver, ça fait partie d'un message global, avec un ensemble de sites comme ça qui ont été créés, et qui nous avertissent de la fin de cette période. Et qui va être inévitable. C'est pour ça que je disais que Trump peut participer à cet effondrement, mais Trump, c'est, comment dire, par rapport à Clinton, c'est la gale qui nous sauve de la peste. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas changer l'humanité maintenant, la masse fondamentalement, pour empêcher ne serait-ce qu'un effondrement d'un point de vue de l'environnement, par exemple. C'est terminé, on a été beaucoup trop loin. Et notre système économique est mort. On est au milieu d'une illusion. Hein. Ils maintiennent l'illusion pour l'instant. Et la seule chose qui pourrait changer les choses maintenant, c'est malheureusement une guerre, c'est-à-dire on va tuer tout le monde, on va en tuer une grosse partie, et là on va apporter un nouveau système monétaire, on va apporter une nouvelle spiritualité, et c'est un combat, il faut bien comprendre qu'il y a toujours eu ce combat entre le bien et le mal, où vous avez deux organisations, c'est-à-dire il y a le côté positif qui va s'imposer normalement à l'ère du Verseau, mais il y a l'organisation qui était déjà là au début de l'ère du Poisson, qui n'est jamais morte, hein, cette organisation elle est romaine, mais ils vont vouloir continuer à garder le pouvoir dans l'autre ère aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu les 1000 ans d'or de l'ère du Poisson, et ils ne veulent pas non plus que nous vivions les 1000 ans d'âge d'or de l'ère du Verseau. Donc il faut qu'il y ait une organisation qui se mette en place. Et une fausse organisation. Parce que l'organisation naturelle se met en place par elle-même. Et ensuite, pour empêcher ça, il faut une organisation physique faite d'êtres humains qui va nous proposer un modèle économique, un modèle spirituel et un modèle politique. Et ils veulent essayer de garder le pouvoir jusqu'à la fin. Et pour moi, le lien est là, c'est-à-dire nous maintenir avec les mêmes élites au pouvoir. Et c'est là que le combat final va être un combat particulier, puisque c'est comment dire, le système naturel, celui qui existe, alors appelez Dieu comme vous voulez, appelez les anges comme vous voulez, appelez le Messie comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il doit y en avoir un positif et un négatif, un vrai et un faux à la fin. Mais on retrouve dans l'aéroport de Denver ce message de la fin des temps qui est absolument partout. Et le problème, c'est que, ayant tous abandonné nos croyances ou étant dans des fausses croyances, la masse n'est pas éveillée sur ce phénomène. La masse va être surprise. C'est-à-dire que c'est écrit, hein, il va venir comme un voleur dans la nuit. Et les élites aujourd'hui, certaines élites en tout cas, sont en train de mettre les choses en place pour essayer de provoquer les événements, pour essayer de les mettre en place. Maintenant, ce qui concerne l'aéroport de Denver, ce qui m'intéresse dans cet aéroport, c'est qu'ils vont utiliser une somme phénoménale pour construire cet aéroport. Ils vont utiliser des équipes à des périodes différentes pour des endroits différents de l'aéroport. Ils vont systématiquement licencier le personnel. Ils vont faire en sorte donc que les personnes n'aient pas accès à l'ensemble du site et qu'ils ne sachent pas ce qui s'y passe. Il y a eu des masses considérables de terre qui ont été transportées. Il y a donc une infrastructure souterraine dans cet aéroport. Deuxièmement, il y a une immense quantité de pétrole stockable sur cet aéroport qui est complètement anormal pour un aéroport. En rappelant que j'ai travaillé 10 ans dans l'aéronautique. Ce qui veut dire que les élites vont avoir besoin à un moment donné d'aller quelque part. Il leur faut un terrain, un endroit pour atterrir. Il leur faut un endroit dans lequel ils peuvent vivre. Il leur faut un endroit pour pouvoir vivre et exister de façon enterrée ou à l'extérieur suivant les conditions. Et il leur faut aussi de l'énergie, beaucoup d'énergie pour alimenter l'endroit dans lequel ils vont vivre. Et il y a un lien avec justement
avec les élites. Et donc il leur faut un aéroport, il leur faut un lieu de vie, il leur faut un lieu de vie à l'extérieur et à l'intérieur. Il leur faut aussi, parce qu'ils se préparent eux à ces événements qu'ils sont en train eux-mêmes de mettre en place et qui veulent provoquer. Alors je ne vais pas dire que c'est le site qui va permettre aux élites de se retrouver tous dans cet aéroport, peut-être pas, mais en tous les cas, je vais vous laisser un ensemble de liens qui peuvent laisser supposer que cet endroit est un futur lieu de vie pour une période donnée. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle.
Hello, I'm Alex Jones, and I'm a radio and television host based in Austin, Texas. And for many years, I've been exposing the criminal activities of the global elite, also known as the New World Order. In past films, we've documented the centralization of power, the move towards world government, the attack on the nation state, self-defense, the Second Amendment, family values, that is, the family itself, as well as private property rights. But time and time again in my research, I come, well, eye to eye with something that's even hard for me to believe. And that's that the elite, again, the so-called establishment kings, those that know best, the visions of the anointed ones, are obsessed with the occult, from presidents to governors to the heads of industry. We've all seen the stories of presidents and first ladies obsessed with their astrologers making national policy decisions upon their recommendations, spiritual guides, shamans in the White House. My friends, it gets far worse than that. Now, I personally am a Christian, but even an atheist should be concerned about the information we're about to bring forward in this new documentary film, The Dark Secrets Inside Bohemian Grove. You see, for over 120-plus years in Northern California, in Sonoma County, on a 2,700-acre secluded redwood grove, leaders from around the world, prime ministers, chancellors, presidents, governors, again, the heads of industry, banking, academia, the media, Hollywood, only a select few, a little over 2,000 people, travel there to engage in bizarre, ancient Canaanite, Luciferian, Babylon mystery religion ceremonies. At least that was the rumors. And so I went to the library and got on the internet and saw many of the mainstream news articles admitting that world leaders do indeed go there, and they fly into San Francisco and other surrounding cities and drive out into the rural hills and mountains of Northern California, and that these stories have been coming out that they worship some 45-foot stone owl god. And then I began to read some of the documentation on this Moloch character of the Old Testament, mentioned many times in Leviticus. That's in the Bible. Why are world leaders traveling to the middle of nowhere to worship this thing? Well, I had to check it out for myself. And I'm proud of my team. Mike Hansen, Violet Nichols. They traveled with me there. We talked to some of the locals discreetly. We successfully infiltrated, with the help of some of the locals and Channel 4, World of Wonder, British television that teamed up with us. And I successfully infiltrated through the Secret Service, through the guards, through the Sonoma County Sheriff's Department. We were inside 4 hours. That's only one day out of the 2 weeks that they meet there for the admitted Summer Fire Festival of the Bohemian Club. Well, basically, that's enough for me. It's hard to even describe it with words, and I hope that our hidden cameras can give you at least a small piece of what I witnessed. To have world leaders engaging in this type of sickening behavior, oh yes, there's much more to come. Mock human sacrifices, they claim, just shocks the very foundations of what Americans believe their leaders to be. And then to have it intimately connected with world government. It doesn't make a lot of sense until you research history. All throughout history, spanning back into the midst of the beginnings of civilization, we see world leaders from the empires of old, from the Aztec kings and priests, to Babylonian leaders, to ancient Rome, engaging in twisted behavior. Could it be that when you have all the power and all the women and all the money and all the lands and all the art, you have to do something new? You have to go against the basic grain of humanity. You have to get off in a sick way. That's what we witnessed in Northern California, July 15th, 2000. Get ready to go inside the Bohemian Grove. The
Bohemian Club, as it's known today, was founded in 1873 in San Francisco in Northern California. Many of the club's original annals, dating back to before the turn of the century, admit that local artists, writers, newspapermen, you name it, wanted a place away from the so-called backwardsness of the West Coast, the Judeo-Christian ethic. They found that place an hour and a half north of San Francisco, outside of the tiny town of Monterey. Their annals even admit an obsession with the occult and what they called Druid rituals. Amongst the great redwood trees, they revived ancient ceremonies that in truth had their roots not in the Druids, but in Babylon itself. As the railroads brought commerce and larger populations, the prestige of the club grew until, in the year 2000, it is a gathering place for the world establishment, the elite. We're about to show you some of the key evidence documenting this. It is absolutely central to understand that these bizarre activities have been engaged in going back to 1873 and are not some new fanciful whim of the trendies on the West Coast. By the turn of the century, there was already a 10 to 15-year waiting list. Presidents from Howard Taft to Herbert Hoover were on the membership roster. Not to mention, later, famous war general Dwight D. Eisenhower, later to become president. The roster of the Bohemian Club reads like a who's who of the elite. Look at this photo taken inside the Grove back in 1963. There you'll see Ronald Reagan. And sitting two people over from him, later to become president, Richard Milhous Nixon. Frankly, we don't know if these men actively enjoy the things that go on inside the Bohemian Club. But one thing is perfectly certain from the evidence. They are forced to go and attend and take part in these activities if they wish to be elevated to the highest levels of the geopolitical power structure. Take George Bush Sr., documented member. And then, of course, there's his son. Now, the last 4 generations of Bushes have also attended the Skull and Bones Society at Yale, well known to be steeped in the occult. Then there's Bill Clinton, a frequent attendee. Upon closer inspection, the entire federal government at the highest levels is infested with Bohemian Club members. And it doesn't stop there. America's private run-for-profit Federal Reserve Bank, from its very inception in 1913, has been run by prominent members of the Bohemian Club. Central Bank Chairman Alan Greenspan was seen leaving the Bohemian Grove only 1 month before he was appointed chairman of the Federal Reserve. He had to be a made man, to be a member of the most powerful cabal on the planet. Historical records are clear from major universities. The Manhattan Project was planned and instituted and run from the Bohemian Club. All of this going on in an atmosphere of bizarre revelry. You're looking at an illustration from a November 1989 issue of Spy magazine. Spy goes undercover with Henry Kissinger, Merv Griffin, and William F. Buckley, Jr. The story was clearly a shill, meant to misdirect the intensifying media coverage that the Grove was getting in the late 1980s. The writer's spin is obvious. They're just masters of the universe, big frat boys blowing off steam. We'll get back to this article later. Because you can clearly see that the mantra in the spin story has been picked up as a front by all the local media. Sure, they're elitist. Sure, they have some bizarre rituals. But what's the big deal? They're just having fun. If that was the case, why would David Gergen, presidential advisor to President Clinton, resign from the Bohemian Club and 17 other organizations when it was revealed in 1993? Organizations like the Trilateral Commission, the Council on Foreign Relations, the Bilderberg Group. But it's not just the Washington Times and the Sacramento Bee. You're looking at an illustration from the pages of Parade magazine, February 22nd, 1981. This story was the most accurate and revealing, detailing the so-called mock human sacrifice. Former German Chancellor Helmut Schmidt wrote extensively in his memoirs, Men and Powers, a Political Retrospective, goes into great detail about the secret establishment running the world. The Trilateral Commission, the CFR,
the Bilderberg Group, and of course, ladies and gentlemen, the Bohemian Grove, a place that he often talked about being a wonderful hideaway, a place to spend time with Nelson and David Rockefeller, and to talk about world government and steering societies. On page 225 of Men and Powers, he talks about it being one of the most astounding places he had ever visited in the United States, and how that feeling intensified over the years with subsequent visits. The book goes on for page after page discussing the corporate, private, governmental infrastructure of world government. Going back to the Spy magazine spin piece, they have lots of rosy illustrations of drunken establishment types dancing around having fun with the rituals going on in the background. They even admit that they wear bizarre Ku Klux Klan-style robes. And there's even a photo released by the Grove of the ritual being engaged in. They talk about the incredible security surrounding the Grove. And they even admit that a corpse, a sacrifice, is borne across the lake. But it's all in good fun. We did massive research on the occult. And one of the libraries we visited was that of Professor Tex Mars of Aeronautics. He also has written literally dozens of books on the occult. His library was very revealing about the obsession of elitists throughout history with the occult. Front group after front group to conceal and really subvert. But behind all of these groups, there is a small cadre or elite, a core. And what you have done, I think, with the Bohemian Grove is you have exposed one of the premier organizations of the whole New World Order arrangement, you might say. Of course, we can go back in history, all the way back to ancient Egypt, Babylon, or Greece, Rome. And I think you're going to see sort of the roots of the Bohemian Grove, but particularly in the Illuminati era, originating during the French Revolutionary days. You know, there we had the actual order of the Illuminati, with Adam Weishaupt and all of his evil philosophers, let's just call them, Voltaire and the others. And that has come up all the way to today. Hitler, of course, was a Bohemian. I think it's more Babylon mystery religion. All of the elements are there. Of course, even the owl is a symbol of ancient mystery Babylon. The owl was worshipped by the ancient Egyptians and by the Babylonians. And it's interesting to me that many of the members of the Bohemian Grove have in their homes, as I understand it, small figurines of owls. And I believe they actually worship those owls as a symbol of the deity, the great goddess of Babylon. And of course, here again, we have the counterfeit of Christ's sacrifice on the cross. I think all of those things, there had to be, in my belief, an occultist, a deep occultist, who designed each of the elements of this ceremony. It wasn't just a bunch of guys sit together at a bar and said, hey, let's have a good time, the cremation of care, and why don't we do this or that. I believe it was purposely designed, each element in its turn, for what they did. No doubt about it. We're getting real bohemian now, aren't we? This is, honey, we get a close shot right here. But it did sound like that she's definitely leftward leaning. Then we get into the whole semantical debate about is there a left and a right, and to me there really isn't. There's the command and control on one end and anarchy on the other, and I want to be on the middle of the real spectrum. Certainly got to have some control in a complex society and civilization. But all the developments I see are pretty bad towards dehumanization. And now you got the UN demanding everybody sign on to this International Criminal Court. And they're telling the U.S. if we don't sign on, it won't matter. If 60 countries ratify, we'll be under its control. I mean, we're here. We're at global government now. When they're saying they're going to have some world court in the Netherlands that they'll take anybody they want to. These are in fact, I was reading some of the talks that they've given and they've released that the Bohemian Grove has discussed, and it's all population control, world courts. You're talking 20 years ago.
So definitely some stuff's going on here that's pretty important. But is it the ultimate elitist retreat? I would imagine those we don't even know the names of. This is probably just one more steering committee where they bring in a lot of underlings and high-level corporate chieftains that really aren't the upper top echelon, make them feel important, and then implement some type of strategy. From the stories I've read and things that happen, I mean, it is pretty well documented that people run around naked, they have orgies, they go into town and have orgies, and these are world leaders. I got a serious problem with that. Just by the very nature of how this, to me, Bohemian Grove is probably a way to compromise people. You want to be in the New World Order Club, it's like a big kid fraternity. And just like in fraternities, you have to do weird things. Here, you probably do weird things. But I got a problem with governors and presidents and prime ministers and corporate chieftains running around and doing this when they have so much power over what happens in the public domain. They have a responsibility to disclose what they're doing. So I think it is important, like you were saying, to somehow try to maintain some security and not be way out in the open because they'll call in a bunch of security. I hear, like he often is. I hear he really enjoys himself here. I think Henry Kissinger will be here. Yeah. Well, if I got a stink detector, we'll be able to find out where he's at. Oh, it's like everything evil you can imagine, Kissinger's always involved in it. Isn't he a Republican, though? I'm not a Republican. That's the point I keep making. This whole Democrat-Republican deal is a complete... People always go back to that, though. Probably like in your country, you've got Labor and you've got the Tories over there, and it's all the same people behind closed doors. It's just a big joke. And your leadership, our leadership, it's all the same people. I mean, you do see a fight going on, but it's two different management teams of the same system, bidding for control. What I call the CEO jobs of Slavery Incorporated. Do you worry for Alex, Violet? I do. I just, because Alex gets so impassioned by what he's doing that sometimes I'm afraid that he might be a little bit, reckless or maybe a little bit too fearless. I worry about Alex when he drives down the street to come home. Especially I used to worry about him when he had come home every night from the same, radio studio at the same time in the same car. And, I worry about him sometimes when he's late getting back in the studio and he doesn't give me a call. I mean, he is putting himself out there, but I think the fact that he's in the public eye as much as he is really, keeps him safe to a certain degree. So maybe something like this is, people might not necessarily know where he is right now, people that listen to the radio or whatever, so it's maybe a little bit more risky, and it's a little creepy at night up here in the woods, And you're definitely not dangerous. You're not going to do anything stupid this weekend. Well, dangerous to what? Dangerous to myself? Are these people dangerous? They certainly may be, but I'm completely nonviolent when it comes to just going out there and trying to get the information. That's what I'm trying to do. I'm an activist first and foremost, but also a journalist in that I'll make some jokes and speculate occasionally because I'm a radio talk show host. But when I say something that I believe, I have to be on target about it. But dangerous? I'm definitely dangerous to corrupt bureaucrats and their financial bosses that would like to control the American people on the planet. But not in a violent way. Not in a violent way. And long before global government came out in the open, in the last 4 or 5 years, they were conditioning the public that anyone that talks about global government is a kook, a weirdo, a terrorist, a racist. And now they're out on the nightly news saying global government's here, you better accept it, we're getting rid of juries, all across the planet. The IMF, the World Bank, basically runs things now. The WTO decides what you can buy and sell and trade on the international market. But see, they've preconditioned us that it doesn't exist. They've preconditioned us that anybody that talks about this stuff and who is against it is a kook or a racist because it doesn't exist. And then everybody's decided, well, I'm going to be culturally cool. I want to be in style. I want to be accepted. So even when they're hearing the news admit it and tell us how great it is, they've already pre-positioned it psychologically that it's not acceptable, it's not kosher to discuss it. Do you see the tactic they're using there? Mm-hmm. 5 years ago, I would laugh when I heard about black helicopters. I would say, I'm about taxes, I'm about corruption, I'm about getting local control back, I'm about states' rights, everything's coming under federal control. I was pretty mainstream, what you'd call so-called conservative. Then I saw the light when black helicopters started going into
North Carolina. I started going into Florida. They fired into an all-night restaurant in Miami, just training, firing bullets into a place where people were eating. They started burning buildings. Police chiefs started throwing them out of their towns, San Antonio. All this started happening, and I said, whoa, this is real. And then I realized that I was preconditioned, even as a so-called conservative person who understood that the media lied. I didn't realize how thick the propaganda was. That they precondition us before they release something on us, that it, number one, doesn't exist in our minds with classic doublethink, but then it can re-exist at the same time if they say it does and it's good. So it's literally George Orwell's doublethink. And one has to have it to stay sane in this world. Well, I refuse to be a part of it. I mean, the news every day, black helicopters are a joke, they're stupid, the culture, commercials, movies. At the same time, almost every month in this country, they're attacking and terrorizing some town with burning buildings and terror. And I don't want to be part of their sick, control freak system. I don't like these degenerate, inbred, New World Order crowd people. They're not going to run my life. They're not going to control me. And I'm going to try to expose them. And I think we've had some success doing that. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy ducks. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. One of the facets of the ritual that goes deeply into the occult, again, we've already mentioned the Druids at their bonfires or bonfires throwing bodies into fiery pits after ritually cutting their hearts out or slitting their throats. They talk about reading the sign in the burning effigy, reading the sign. Again, research your history books on the occult, even the Encyclopedia Britannica on what the Druids would engage in. This is just unbelievably macabre and evil. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign. Well, we're going to confront George Bush on Bohemian Grove. George Bush Jr., they've been announcing on CNN, MSNBC, on television last night and today. For the first time in history, they're admitting it, why the vice presidential decision was made at Bohemian Grove. George Bush Sr., the former president, and Colin Powell and others. So now they're just throwing it in everybody's face. We've broken the story over a week ago. July 15th, we were in Northern California. They're trying to ignore it. George Bush is down here at the governor's mansion across the street from the Capitol, about to announce Dick Cheney as his vice presidential running mate. We're going to go blow the party for him and get the information out to people. We're not going to stop. We're getting in their face. I want to make it clear that I'm neither Republican nor Democrat. But the facts speak for itself. George Bush Sr., Jr., even their grandfather Prescott Bush were all members of the Bohemian Club. So we dropped by to, well, let them know that we're fully aware of their activities. This is massive. This is how George Bush dresses up. Right here. We got him on tape. This is how they dress up. Right here. In red and black robes. A little more pointy, though, like the Klan. We've got him on tape. This is how George Bush dresses. Right here when he's in the Bohemian Grove. This is how he dresses. We've already put it on television. Absolutely disgusting. George Bush isn't a conservative. He's not for family values. He is nothing but a Luciferian twit. A Luciferian twit, Bush. You may think you can feed on the human population. We say no to you. We're on the march. The empire's on the run. Long live the Constitution and death to the New World Order. We stand firm. We stand strong for America against your evil, Bush. And we're going to get this story out, and we're going to continue to push it, because the truth will not be hidden. That you are part of a 3,000-plus-year-old devil cult for the owl Moloch from Babylon, as well as Tyre. We have the high priest admitting all this. We have it on videotape. It is documented. It is documented. A Luciferian devil worshiper. Already people all over Austin are talking about it. We're not afraid of you.
not afraid of your minions. In fact, we're waking our minions up every day with the hardcore evidence. We know your father met 11 times with Bill Clinton in 91. The whole thing was stage managed. We understand you've been helping to sell this country out, Bush. And we're going to... Hello, I'm Alex Jones, and I'm a radio and television host based in Austin, Texas. And for many years, I've been exposing the criminal activities of the global elite, also known as the New World Order. In past films, we've documented